Merci beaucoup, Caroline. Je vous invite à rester avec nous pour la session de questions-réponses qui suivra du coup les présentations donc, du professeur Isabelle Pellier, que je remercie pour sa présence. Le professeur Isabelle Pellier est donc responsable de l'unité onco-immuno-pédiatrique au CHU d'Angers et également responsable du centre constitutif Cérédi en Pays de Loire à Angers, et a notamment coordonné le protocole de diagnostic et de soins, le PNDS. Et donc, vous allez nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qu'un PNDS et comment ça change la vie des patients? Merci beaucoup de l'invitation. Bon anniversaire, évidemment, à Iris. Donc, on m'a demandé effectivement de parler plus de l'enfance, puisque je suis pédiatre. Alors, d'abord, un petit point qu'Alain a bien expliqué, mais effectivement, il faut savoir que l'hématopoïèse, c'est-à-dire la formule des cellules sanguines, elle commence à la naissance chez l'enfant. Et donc, vous avez tous vu un bébé à la naissance, il est ce qu'on appelle, nous, érythrosique, c'est-à-dire qu'il est rouge parce qu'effectivement, il a beaucoup d'hémoglobine. Et donc, tout ça va diminuer progressivement dans le temps pour revenir à un taux d'hémoglobine normal comme l'adulte, on va dire plutôt à l'adolescence. Eh bien, c'est pareil aussi pour les autres cellules de l'immunité. Donc, moi, je me suis focalisée pour le topo sur le déficit immunitaire sur les lignées myéloïdes et lymphoïdes, c'est-à-dire la fabrication de certains types de globules blancs qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles et les lymphocytes. Eh bien, eux aussi vont varier dans le temps. Et c'est un élément important en tant que pédiatre qu'on doit connaître pour justement bien porter ensuite le diagnostic de déficit immunitaire. Donc, je ne sais pas bien comment fonctionne le pointeur, mais si, ça a l'air de marcher. Donc, quand effectivement, vous avez tous vu un os à moelle avec donc la moelle osseuse qui va être l'usine de fabrication, en tout cas, de nos globules blancs, globules rouges plaquettes. Et si on regarde effectivement, donc, la fabrication, elle va se faire dans la moelle osseuse pour les polynucléaires neutrophiles et les monocytes. On va y revenir après sur leur fonction, mais aussi pour d'autres cellules de l'immunité qu'on appelle les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B, ils vont continuer leur maturation dans la moelle osseuse avant de sortir dans le sang et d'aller coloniser ce qu'on appelle nous, nos organes lymphoïdes, c'est-à-dire le foie, la rate, les ganglions, pour ensuite effectivement être une sentinelle en attendant en tout cas la présentation des microbes, des antigènes. Alors que les lymphocytes, T comme thymus, vont du coup, elles, mûrir, maturer, on va dire en tout cas, dans une glande qu'on appelle le thymus, qui est donc en haut du thorax, qui est juste à côté du cœur, et qui, effectivement, dans ce thymus, c'est un moment très important, qui va se faire donc du coup à partir de la naissance, où il va y avoir la reconnaissance qu'on appelle du soi et du non-soi. C'est-à-dire qu'au sein de ce thymus vont être présentées nos cellules de l'organisme, enfin des éléments de nos cellules de l'organisme pour ne pas les attaquer, mais en revanche, ils vont être aussi éduqués pour apprendre à en fait pouvoir nous défendre, en particulier contre beaucoup de virus et puis aussi des cellules, enfin des infections fongiques. Mais en tout cas, c'est un élément qui est extrêmement important. Et quand on regarde un peu ce thymus, donc je vous ai mis là une photo, une radiographie pulmonaire, donc ce qui est en noir ici, là, c'est les poumons. Vous voyez en rouge, en tout cas, la silhouette cardiaque, et vous voyez en jaune, à la naissance, un thymus, c'est-à-dire qu'on dit que c'est un organe qu'on voit sur la radio pulmonaire, qui est en aile de papillon, on dit. Et en tout cas, il est important que les pédiatres savent bien reconnaître ça, puisque ici, on peut voir un enfant qui a un déficit immunitaire combiné sévère, c'est-à-dire qu'il ne va pas fabriquer de lymphocytes T, et du coup, le thymus ne va pas être colonisé. Et donc ça, rien que ça, c'est un élément important où chez l'enfant, on peut faire rapidement le diagnostic d'un déficit immunitaire combiné sévère, en attendant le dépistage, on va dire en tout cas néonatal, qui va bientôt venir, mais, et les enfants, effectivement, qui ont en fait l'absence de thymus sur une radiographie pulmonaire et moins de 3000 lymphocytes, on va dire que c'est un déficit immunitaire combiné sévère jusqu'à preuve du contraire. Ce thymus, en fait, on ne le voit plus au-delà d'un an, puisque du coup, pendant la première année, on va dire que la majorité, en tout cas des lymphocytes, vont être constitués durant ce temps-là. Et en fait, ils vont diminuer de 3% par an. Mais cette thymopoïèse, donc cette fabrication, en tout cas des lymphocytes, elle existe jusqu'à un âge, en tout cas, bien avancé. Après, il y a une involution naturelle, surtout de la graisse qui rentre, en tout cas, dans ce thymus. Et donc, si on reprend ce que disait Alain, c'est qu'effectivement, il y a tout ce premier front de nos défenses immunitaires, hein, tout ce qui est effectivement nos voies aériennes et puis notre peau. Et puis, deux fronts qui vont être très importants. Celles qui arrivent en quelques minutes, dont on a décrit tout à l'heure les cellules phagocytaires, dont Alain vous a montré effectivement une vidéo. En fait, on voit ici un polynucléaire neutrophile, et donc qui, dans quelques minutes, va être capable effectivement de manger
en tout cas, on les appelle aussi les macrophages, les éboueurs, et ils font aussi la même chose, c'est-à-dire effectivement d'absorber de manière assez gloutonne, hein, on va dire en tout cas ces bactéries. Et du coup, une fois que ces bactéries effectivement sont rentrées, on va dire, dans nos cellules phagocytaires, ils vont émettre des signaux qu'on appelle des cytokines, des cellules, des protéines en tout cas de l'inflammation, et c'est là qu'effectivement se déclenche l'inflammation et la fièvre. Du coup, ces cellules phagocytaires, en quelques minutes, eh bien, du coup, elles vont agir contre les bactéries et en tout cas toutes les champignons, enfin plein d'éléments. Pas les virus, mais en tout cas, voilà. Ensuite, on a un troisième front qui fait qu'effectivement, on vit plus longtemps qu'une drosophile. Et bien, du coup, c'est que dans ce troisième front, on a ce qu'on appelle l'immunité adaptative. L'immunité adaptative, elle passe par ce qu'on vient de voir, les lymphocytes T, B, les T, une immunité cellulaire, et puis les B qui vont fabriquer effectivement nos anticorps. Et quand on regarde là, eh bien effectivement, on va avoir une cellule qui va capturer l'antigène et qui va soit effectivement le phagocyter et le présenter ensuite à d'autres cellules, telles que le lymphocyte T. Ce lymphocyte T va aussi collaborer avec le lymphocyte B pour fabriquer des anticorps. Et il va y avoir aussi une activation propre du lymphocyte T qui peut avoir une action lui-même, en tout cas destructrice. Donc en tout cas, j'ai mis ce réseau-là parce qu'on voit bien que, comme l'a montré sur les différentes diapos d'Alain sur l'historique, on se rend compte qu'il y a un maillage énorme, une communication entre plein d'éléments de cellules immunitaires, mais aussi de protéines qui font cette communication, et qu'un seul paramètre peut vous manquer et tout est menacé. Et donc le rôle du pédiatre va être effectivement de pouvoir diagnostiquer le plus précocement possible le déficit immunitaire pour éviter en tout cas trop d'infections et de complications. Donc Alain a parlé du juste équilibre, hein, et qu'effectivement il y a des éléments de notre système immunitaire, la dysimmunité, qui n'est pas effectivement que le manque, mais parfois effectivement aussi un déséquilibre avec l'auto-immunité et l'allergie. Juste des généralités, mais dont on sert nous tous les jours en tant que pédiatre, c'est que c'est quand même l'anomalie immunitaire qui va déterminer la nature de l'agent pathogène. C'est-à-dire quand un enfant arrive avec une infection, eh bien on va s'intéresser à quel type d'infection il a, quel type de bactéries ou de virus en fait il présente, et ça va nous orienter sur quel type en fait de cellules peut être atteinte et quel type de bilan immunitaire nous allons faire. Un bilan immunitaire, il peut être très large, et évidemment, vous voyez bien qu'on ne va pas faire un bilan complet, en tout cas chez l'enfant. On doit être orienté. Donc si on regarde par exemple ce qu'on a dit, les phagocytes, les polynucléaires neutrophiles, eh bien du coup ça sera plutôt effectivement des staphylocoques, des bactéries extracellulaires, et puis des champignons. Si c'est celle des anticorps, eh bien c'est plutôt des germes que vous connaissez qu'on appelle le pneumocoque, l'hémophilus, le moraxella. Et puis l'immunité cellulaire, donc quand les lymphocytes T vont manquer, eh bien du coup ça va plutôt être des infections plutôt de type virus, parasites et champignons. Et ce qu'on regarde aussi, c'est la gravité. Donc là, Caroline vient bien de vous expliquer l'importance du dépistage très précoce des bébés en fait SCID, donc c'est-à-dire qu'ils vont pas du tout fabriquer en tout cas de lymphocytes T à la naissance. Et du coup, il y a là aussi une variation, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle les déficits immunitaires combinés qui vont arriver plus tard, mais qui ne sont pas aussi sévères, mais néanmoins, il faudra aussi arriver, en tout cas, à les diagnostiquer. Et puis, là aussi, ce n'est pas tout à fait pareil d'avoir ce qu'on appelle une agamma-globulinémie, c'est-à-dire l'impossibilité de fabriquer des immunoglobulines, ou d'avoir une hypogamma-globulinémie. Ça, c'est important de le faire parce qu'il y a une notion de sévérité, il y a une notion aussi d'âge à laquelle ça peut arriver. Et de la même manière, pour les polynucléaires neutrophiles, ce n'est pas pareil quand on est incapable de fabriquer un seul polynucléaire neutrophile ou quand, effectivement, on peut en fabriquer 800 à 1000. Donc, on voit bien qu'en plus, ça va favoriser l'âge à laquelle on va faire, en tout cas, le diagnostic, et surtout l'âge à laquelle on va pouvoir effectivement les diagnostiquer et les prendre en charge avec, en fonction de l'importance ou non de leurs signes cliniques. Donc, si on reprend par exemple les déficits des phagocytes, donc on a ce qu'on appelle les déficits quantitatifs, c'est-à-dire que vous n'en fabriquez pas, ou peu, mais vous avez aussi des déficits qualitatifs, c'est-à-dire que là, vos polynucléaires, ils sont là, mais en tout cas, ils ont une inefficacité. Ils n'arrivent pas en tout cas à faire cette phagocytose et en tout cas à absorber en tout cas vos bactéries. Et ça, effectivement, c'est des éléments qu'on diagnostique nous dans l'enfance, en particulier une maladie qui est principalement liée à l'X, qu'on appelle la granulomatose septique chronique. C'est-à-dire vos polynucléaires sont là,
mais en tout cas, ils font une phagocytose, mais qui est inefficace, qui donne d'ailleurs des granulomes au bout d'un moment, et qui donne surtout des infections qui peuvent être sévères. Et vous voyez ici, il y a plein de germes que j'ai notés, mais qui sont les germes en fait des déficits des phagocytes. Et nous, en tant que pédiatre, on va effectivement vraiment chercher quels sont les types de germes, en tout cas, qui colonisent ces enfants, parce que c'est un élément important pour nous orienter et orienter en tout cas notre diagnostic. Donc là, je montre par exemple, là c'est un scanner avec donc toujours le poumon comme tout à l'heure, mais effectivement des éléments qui font évoquer une aspergillose. Donc on sera plus, vous voyez, dans le domaine de la phagocytose, et c'est principalement là qu'on va d'abord aller chercher. Ou certaines infections pulmonaires particulières avec du staphylocoque. Le déficit de l'immunité humorale, c'est ce défaut de fabrication des anticorps. Alors souvent, le diagnostic il va être fait après l'âge de 6 mois. Pourquoi? Parce que la maman, lors de son dernier trimestre de grossesse, va transmettre ces anticorps, en tout cas ceux qu'on appelle les IgG, elle va les transmettre de manière passive à son bébé. Et entre 3 et 6 mois, on va demander à l'enfant de commencer à les fabriquer lui-même. Et donc, on voit aussi que le nombre d'anticorps qu'on est capable de fabriquer après l'âge de 6 mois, il est extrêmement variable et on rejoindra le taux d'adulte, là aussi, à l'adolescence. Donc ça, c'est des éléments que nous, on sait surveiller. Et en tout cas, on voit bien que le nombre d'IgG, d'IgA, d'IgM va varier, en tout cas, dans le temps. Mais du coup, les infections, quand on n'est pas capable de fabriquer des anticorps chez un bébé, on aura souvent les signes simplement à partir de l'âge de 6 mois. Ce seront là aussi surtout des infections bactériennes. On a parlé tout à l'heure le pneumocoque, l'hémophilus, mais aussi d'autres germes, en tout cas du tube digestif. Et donc, les enfants qui ne fabriquent pas d'anticorps, eh bien, ça sera principalement là des infections ORL et des infections pulmonaires. Puisque les germes dont je vous ai parlé, pour lequel, effectivement, l'immunité humorale travaille, c'est principalement, on a dit, le pneumocoque, le moraxella et l'hémophilus. Donc, principalement, des infections, en tout cas, de l'enfant, et donc au niveau ORL et pulmonaire, puisque c'est là que sont localisés ces germes. Les circonstances cliniques des déficits T, donc c'est-à-dire quand on a dit qu'effectivement on n'était pas capable de fabriquer des lymphocytes T au niveau en particulier du thymus, eh bien du coup ça va être des germes là encore particuliers, des candidoses, des pneumopathies sévères, des diarrhées, et ce à quoi s'attelle un pédiatre, c'est-à-dire la cassure de la croissance de l'enfant. Il y a d'autres micro-organismes plus inhabituels qui doivent faire évoquer chez le pédiatre, en tout cas un déficit immunitaire. Ça peut être des verrues vulgaires, mais qui sont inhabituellement importantes et profuses, les molluscum contagiosum, la BCG régionale. Je vois que Virginie s'est levée, il faut que je me dépêche. D'autres micro-organismes aussi peuvent exister, c'est-à-dire quand un enfant aujourd'hui fait une méningite à herpès, eh bien évidemment nous allons regarder s'il n'y a pas, puisqu'il y a des mutations génétiques maintenant qui sont bien connues, de par le travail d'ailleurs de Capucine Picard et Jean-Laurent Casanova, sur effectivement des infections à herpès, et maintenant il y a de mutations génétiques qui sont bien connues. Et en tout cas, ce qui nous amène aujourd'hui, nous, en tant que pédiatres et en tant que centre de compétences, centre de référence, d'aller diffuser, en tout cas, quels sont les signes révélateurs du déficit immunitaire chez l'enfant. Donc ça, c'est un schéma qui s'inspire de tout ce qu'on a fait aussi avec Iris et qui se situe dans le programme national de soins, mais en tout cas qui est maintenant effectivement en ligne et qui permet aux pédiatres qui sont en ville, aux médecins généralistes, mais aussi aux pédiatres qui ne sont pas forcément spécialisés, de pouvoir en tout cas faire le diagnostic avec des alertes sur le nombre d'infections et le type d'infections qui doivent les alerter et envoyer ensuite l'enfant pour en tout cas un dépistage. Alors moi, ça c'est mon petit truc à moi, c'est le signe du carnet de santé, parce que depuis qu'effectivement j'exerce à Angers, en fait, je me suis vite rendu compte que les enfants qui avaient des déficits immunitaires avaient un carnet de santé extrêmement rempli, vous savez, avec un nombre de pages qui se multiplie, et effectivement, je pense que c'est un élément important qui alerte maintenant facilement les pédiatres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ville? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'hôpital? Du coup, dans le programme national de soins qu'on a rendu là via l'HAS, eh bien, du coup, on a essayé de mettre qu'est-ce que les pédiatres, effectivement, pourraient faire en première intention. Et vous voyez, en fonction des signes d'alerte, est-ce qu'il ne devait pas y avoir des explorations spécialisées, ce qui leur permet aujourd'hui, en tout cas, de s'adresser, et puis grâce au CEREDI, d'avoir la carte, en tout cas, et le nom des professionnels qui s'occupent des enfants avec déficit immunitaire. Donc, quand est-ce qu'il faut traiter? Eh bien, les déficits immunitaires primitifs, c'est souvent définitivement, je ne vais pas revenir, mais Alain a bien décrit les immunoglobulines, l'antibioprophylaxie, la greffe de moelle et la thérapie génique. Ce sont souvent des consultations pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on fait des consultations beaucoup avec les ORL, avec les pneumos et aussi les généticiens.
Je ne vais pas revenir sur la génétique, mais en tout cas, c'est des éléments importants quand on a fait un diagnostic de déficit immunitaire chez l'enfant. Eh bien, on va s'atteler à faire la consultation avec un généticien pour expliquer le mode de transmission, mais aussi le dépistage pour le reste de la famille ou pour d'autres enfants à venir. Donc ça, c'est un élément majeur que nous, on a comme règle, en tout cas en pédiatrie. Donc, quand on retrouve, grâce, je veux dire, au laboratoire CEDI du professeur Picard, un gène, effectivement, on s'attelle ensuite à faire cette consultation de génétique, c'est extrêmement important. Et puis parfois, on va sur FMG. Ce que moi, j'explique aux patients, c'est que quand on passe effectivement le sang pour retrouver un diagnostic génétique chez un enfant, c'est un peu comme dans une bibliothèque, si on prenait en tout cas 550 livres et qu'on allait regarder. Effectivement, est-ce qu'il y a une anomalie de lecture dans ce livre pour certains gènes? Quand on passe à FMG, c'est comme si on passait toute la bibliothèque en revue. Et là, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Et ensuite, une analyse plus importante qui doit être faite. Donc, en tout cas, maintenant, est à disposition, effectivement, ce programme national de diagnostic et de soins, qui sont faits maintenant beaucoup dans les filières de santé maladies rares, qui permettent, en fait, d'avoir une information, certes, aux patients, mais surtout pour les médecins, les alerter, qu'est-ce qu'ils doivent rechercher et surtout qui doivent contacter. Et ça, c'est un élément majeur qui arrive, effectivement, via l'HAS sur régulièrement en tout cas maintenant publié par l'HAS. Voilà, donc je voulais remercier évidemment parce que la prise en charge des enfants, je laisserai évidemment mes collègues parler de l'adulte, mais l'association IRIS est pour nous un élément clé, important, majeur. Ça permet, malgré toutes les explications qu'on peut donner, c'est un flot d'informations qui est tellement compliqué. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que la parole d'autres patients pour expliquer aux patients, en tout cas, le déficit immunitaire. Et puis, un gage de qualité, c'est aussi le passage maintenant de tous les dossiers qui posent un souci diagnostique ou thérapeutique des enfants à des RCP nationales, enfants et adultes, qui sont désormais bien organisés en France. Et ça, c'est un élément important, en tout cas pour la prise en charge. Merci beaucoup. Désolée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle.